Bonjour à tous et toutes. Donc on est là aujourd'hui avec Vincent Jourdain pour vous parler du baromètre des transitions. Je vais peut-être démarrer juste en présentant en quelques mots et je laisserai aussi Vincent se présenter. Je suis Fiona Ottaviani, je suis enseignante-chercheuse en économie à Grenoble École de Management et je suis co-titulaire de la chaire Territoire en transition et j'assure aussi la coordination de la recherche pour une chaire qui s'appelle la chaire UNESCO pour une culture de paix économique. Donc le projet dont on va vous parler ce matin, alors plus spécifiquement on va vous parler d'une des enquêtes de ce projet-là, donc du projet baromètre des transitions. C'est un projet qui est coporté par la chaire Territoire en transition de Grenoble École de Management, par l'ADEME et puis par la métropole Grenoble-Alpes. Donc, quand je dis coporter, c'est vraiment que là, on est sur quand même une logique de co-construction des enquêtes avec un intérêt fort pour la métropole d'interroger les représentations, les dispositifs d'action existants et du côté de l'ADEME de tester des choses à l'échelle locale et de voir comment ces enquêtes-là, elles peuvent peut-être renourrir sur d'autres territoires. Donc le baromètre, c'est à peu près 2-3 enquêtes par an et c'est assis sur un dispositif qui s'appelle le panel de recherche. Donc je vais quand même en dire quelques mots parce que c'est important ensuite pour se ressaisir aussi des résultats. Le panel de recherche, donc c'est un dispositif d'enquête qu'on a développé à GEM qui permet d'interroger de manière régulière en fait des personnes du territoire. Donc c'est des personnes qui s'inscrivent sur une plateforme. Aujourd'hui on a 2500 personnes qui sont inscrites et ça permet d'avoir entre 600 et 700 personnes qui répondent par enquête. Au niveau du baromètre, notre prisme, c'est vraiment non pas d'être... Enfin, on a une approche qui est de nature plutôt socio-économique, c'est-à-dire c'est pas forcément d'avoir une approche qu'on peut appeler pro-environmental behavior, c'est-à-dire les approches qui sont plutôt de l'ordre psychologique, basées sur les attitudes, les comportements. Notre prisme, c'est plutôt de rentrer via les pratiques sociales en disant, en fait, les pratiques sociales, ça nous permet de nous renseigner sur le lien qui se joue entre la personne, l'individu et la structure sociale, un ensemble institutionnel spécifique. Donc ça, c'est vraiment le prisme en fait qu'on a adopté pour le baromètre, avec jusqu'à présent déjà différentes enquêtes qui ont été conduites. Donc l'enquête pratique écologique dont qu'on va vous présenter aujourd'hui, une enquête qui est sur les déchets, qui a fait suite et qui a permis d'approfondir ce volet-là sur déchets, réparation. Une enquête un peu particulière qui s'inscrit dans un réseau plus large, l'Atelier des Futurs, qui est sur la question des risques. Et puis là, on vient juste de lancer l'enquête inégalité socio-écologique et on a de programmer 2 futures enquêtes, une sur la question des usages domestiques, usage de baignade de l'eau, et une sur pratiques funéraires et fin de vie. Alors, j'en viens maintenant à pratique écologique, qui est vraiment ce pourquoi on est là ce matin. L'enquête pratique écologique, c'est vraiment notre première enquête et c'est une enquête qui permet vraiment d'avoir une vue transversale des pratiques sociales en matière environnementale. C'est-à-dire que dans cette enquête, on a interrogé tous les grands champs, on va dire, des pratiques environnementales, que ce soit du point de vue de l'alimentation, des mobilités, des équipements qu'il peut avoir dans le foyer, certains éléments sur le bâti. Donc notre enjeu, c'était à la fois effectivement de capter les tendances sur ces différents champs, mais aussi de pouvoir connecter des champs de pratiques qui sont souvent étudiés indépendamment et dont on ne sait pas si, par exemple, les comportements en termes alimentaires peuvent converger avec les comportements qu'on peut voir sur le plan de la mobilité. Donc cette enquête, on l'a passée en 2022, on l'a passée du coup auprès on a eu à peu près 700 répondants, j'ai plus le chiffre exact en tête, et on a un échantillon qui moyennement un redressement et effectivement représentatif. Voilà, je ne vais peut-être pas en dire plus pour le cadre général, je vais laisser Vincent rentrer plus dans déjà le cœur de la méthodologie, puis ensuite vous partager quelques résultats et je pense qu'on terminera en discutant un peu des implications que ça du point de vue de la compréhension de ces pratiques et puis du point de vue de l'intérêt de cette connaissance-là pour l'action publique. Du coup, je vais rebondir tout de suite sur ce dont tu étais en train de parler, c'est-à-dire la méthode de passation du questionnaire et puis ensuite de redressement de ce questionnaire-là, parce que je pense que c'est fondamental quand on fait de la science évaluative et statistique, comme c'est notre cas.
Donc le questionnaire, tu le disais, de pratique écologique, il a été passé à travers le dispositif du panel. Le panel de recherche, c'est un outil qui est géré à GEM. Ce panel, en fait, son fonctionnement, il est très simple. Il consiste à inviter toute personne habitant le territoire de la métropole Grenoble-Alpes à venir s'inscrire sur un site internet qui est géré par nous. Et sur ce site internet, en fait, il va pouvoir avoir un compte panéliste sur lequel il va pouvoir recevoir des enquêtes, qu'elles soient issues du baromètre des transitions ou non d'ailleurs. Et l'avantage en fait d'un tel outil, c'est qu'on connaît les caractéristiques de nos répondants puisqu'on leur a demandé au moment de leur inscription. C'est-à-dire que toutes les données type socio-économique et sociodémographique, âge, genre, niveau d'études, CSP, taille du foyer, etc. Toutes ces données-là, on les a en fait à tout moment pour l'ensemble de nos panélistes. Et ensuite, on peut aller greffer des dispositifs d'enquête sur des questions spécifiques. Et donc là-dessus, évidemment, il y a un enjeu qui est l'enjeu central quand on mène des enquêtes statistiques, c'est la représentativité de l'échantillon par rapport à la population qu'on cible. Là, notre population cible, c'est l'ensemble des habitantes et des habitants du territoire de la métropole. Et si on veut que notre échantillon soit représentatif de cette population, il faut qu'il ait à peu près les mêmes caractéristiques socio-économiques. Bon. Et la méthode qu'on a choisie, nous, c'est à la différence en fait, de ce qui est pratiqué de manière traditionnelle dans les sondages d'opinion qu'on connaît, c'est-à-dire la méthode des quotas et d'échantillonnage en amont. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher tant de femmes, tant d'hommes, tant de jeunes, tant de personnes âgées, etc. Et on construit notre échantillon à partir de ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on invite tout le monde à participer et ensuite, on regarde les caractéristiques, on regarde si ça varie fortement par rapport aux caractéristiques de notre population cible et si ce n'est pas le cas, on redresse. Ce redressement, c'est une stratégie d'analyse assez classique aussi, hein, ce qui permet, par exemple, je vais donner un exemple très concret, les femmes sont surreprésentées dans notre échantillon, c'est-à-dire qu'elles représentent 65% des répondants au total. Vous imaginez bien que sur le territoire de la métropole, les femmes ne représentent pas 65% des habitants, et donc on doit attribuer un coefficient qui va corriger la surreprésentation des femmes dans l'analyse des données. Donc ça, c'était sur le point méthodologique. Et pour aussi fournir une information précise, le nombre de réponses analysées dans le cadre de pratiques écologiques, ça a été 675 réponses. On en avait... Merci Vincent, voilà. Pour la précision. J'ai fini par l'apprendre par cœur. On avait 720 réponses et puis en fait, modulo les réponses incomplètes ou complètement aberrantes, on en supprime quelques-unes et on arrive à un échantillon exploitable de 675 réponses. Ensuite, Fiona, tu l'as déjà mentionné, mais ce qui était intéressant dans cette enquête, donc là je vais basculer plutôt sur son contenu, c'est qu'on abordait tout un ensemble de pratiques écologiques et donc de thématiques liées à l'écologie au niveau des pratiques et de la manière dont elles se traduisaient au niveau des pratiques quotidiennes des habitants. Donc il y avait évidemment l'alimentation, la mobilité, la gestion des déchets, les pratiques de consommation de biens, les pratiques aussi résidentielles, c'est-à-dire les pratiques de consommation d'énergie, mais aussi d'équipement de son logement. Et là-dessus, en fait, on est allé croiser. Alors, non, je vais commencer par un autre aspect. On est allé regarder si les réponses de nos répondantes et répondants étaient similaires aux réponses de la moyenne des Français. Parce qu'en fait, il y a un certain nombre des questions de notre enquête pratique écologique qui était en fait la réplication à l'identique de questionnaires ADEME, de questionnaires INSEE, mais aussi parfois de questionnaires ponctuels au niveau national sur certaines questions précises. Et là-dessus, donc, on a pu ensuite aller comparer pour voir si nos grenobloises et grenoblois, enfin nos métropolitaines et nos métropolitains sont différents ou non de la population française. Et là-dessus, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne sont pas si différents que ça, malgré... ou en tout cas, si on le compare à l'image parfois véhiculée sur les métropolitaines et les métropolitains qui seraient particulièrement écolos, particulièrement verts, en vérité, ils ne sont pas si différents de la moyenne des Français. Il y a quelques variables sur lesquelles on va pouvoir observer des différences qui traduisent en fait la spécificité du territoire. Je prends un exemple au hasard, c'est
sur la pollution de l'air, on demandait aux répondantes et aux répondants les sources de la pollution de l'air et de les classer. Et en fait, on remarque que chez les métropolitaines et les métropolitains, ces derniers mettent la circulation automobile beaucoup plus haut que la moyenne des Français. C'est-à-dire que les métropolitaines et métropolitains sont particulièrement concernés par la circulation automobile et ses effets sur la pollution de l'air. Bon, ça c'était qu'un exemple, qui d'ailleurs touche pas vraiment à des pratiques, mais à des représentations, mais on voit que là-dessus, il y a quelque chose qui va différencier nos répondantes. Peut-être juste un ajout là-dessus, parce qu'on n'a pas forcément insisté dessus en préambule. Quand on dit on rentre par les pratiques, c'est que c'est notre fil rouge. Mais bien évidemment, pour comprendre les pratiques, ça demande aussi d'éclairer les représentations, les perceptions, de regarder les variables signalétiques, ça Vincent l'a dit. Donc on a effectivement toute une batterie aussi d'autres questions qui vont nous permettre de comprendre justement qu'est-ce qui se joue dans ces pratiques, dans les pratiques actuelles, et aussi comment les gens peuvent se projeter dans des pratiques futures. Voilà, Ouais. Petit complément. Non, mais tu as raison, parce que il y a les pratiques actuelles, les pratiques anticipées. Et sur les pratiques actuelles, on a aussi opéré une distinction qui, je pense, peut intéresser l'auditoire aujourd'hui. On a opéré une distinction entre les pratiques dites privées, c'est-à-dire les pratiques qu'on va réaliser dans un cadre domestiques qui vont concerner en fait la vie individuelle de l'individu, et les pratiques dites sociales liées à l'écologie ou à l'environnement, ça dépend comment on le prend. Dit autrement, les pratiques sociales, ça va être le fait de parler d'environnement avec ses proches, de leur donner des conseils aussi sur l'adoption de certaines pratiques donc privées. Ça va être également la participation à différentes formes de politisation à l'écologie, et donc la participation à des marches pour le climat, la participation à des modes de discussion généraux sur l'environnement. Et donc c'est vrai qu'il y avait cette attention constante sur le fait de comparer les différents types de pratiques, mais aussi de les mettre en relation avec les représentations. Est-ce que je rentre sur le détail des pratiques et les grands résultats qu'on ressort? Ouais. Alors, oui, je pense que ça peut être bien. Après, on resynthétisera peut-être aussi sur le lien entre les différentes pratiques. Oui, tout à fait. Mais quelques focus, je pense, peuvent tout à fait être utiles, et je peux compléter si nécessaire. Ok. Donc, si on reprend thème par thème, et puis ensuite, effectivement, comme Fiona disait, on va voir aussi qu'on a une approche un peu transversale, interthématique. Mais si on reprend thème par thème, on a observé des choses assez intéressantes. Par exemple, sur la mobilité. On a observé que nos métropolitaines et métropolitains, sans grande surprise, se déplacent principalement au quotidien en voiture, mais qu'il y a un usage assez fort des transports en commun, du vélo et de la marche, qui est déclaré dans la mobilité quotidienne. Quand on croise cette mobilité quotidienne avec des variables donc sociodémographiques, on voit qu'elle est corrélée au genre, c'est-à-dire que va y avoir des différences genrées sur les façons de se déplacer au quotidien. On a aussi regardé la mobilité dite exceptionnelle, c'est-à-dire la mobilité longue, et là aussi on a observé des différences genrées assez prégnantes. Globalement, moi je me souviens d'un résultat qui était que en fait les hommes se déplacent beaucoup plus sur des distances longues et en fait adoptent beaucoup plus des pratiques de mobilité longue que les femmes. Ensuite, sur les déchets, pareil, je vais énoncer un certain nombre de résultats qui ne vont pas forcément vous surprendre. Par exemple, la norme de tri, de collecte sélective, enfin de tri à la maison sur les déchets d'emballage est très partagée par nos métropolitaines et métropolitains. On a plus de 90% des répondantes et des répondants qui disent pratiquer le tri à la maison. Ça, évidemment, il faut ensuite le comparer avec les chiffres des services de collecte des déchets, qui montrent qu'on n'est pas vraiment à ce taux de tri, en tout cas pas à valeur constante, c'est-à-dire que le tri, c'est aussi parfois une pratique qui peut être intermittente, et que donc on n'a pas ce taux-là en réel, mais en tout cas dans le déclaré, les gens ont vachement intégré la norme de tri. Mais on a également d'autres pratiques liées aux déchets et à l'économie circulaire en général,
comme la mise en circulation de produits de seconde main, c'est-à-dire l'achat, le don, la vente de produits de seconde main, le fait d'aller réparer ces produits usagés. Là-dessus, on a pu aussi évaluer l'adoption déclarée de ces pratiques, et ce qu'on constate, c'est qu'elles sont bien plus minoritaires, mais en proportion non négligeable. On a autour de 30-40% de nos répondantes et répondants qui déclarent de temps à autre aller réparer leurs produits, mais aussi aller se procurer sur les marchés de l'occasion certains produits dont ils ont besoin, etc. Sur l'alimentation, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on avait opté, dans le cadre de cette enquête, pour une approche un peu différente de ce qui se fait d'habitude sur la question des régimes alimentaires et notamment de leur composition animale, donc c'est-à-dire l'intensité en produits animaux dans l'alimentation quotidienne. Là où on peut avoir une approche parfois binaire, ou en tout cas qui va fonctionner à partir d'étiquettes, c'est-à-dire que certains questionnaires au niveau national demandent aux répondants de ces questionnaires s'ils sont oui ou non végétariens, végétaliens, pécétariens, etc. Nous, on s'est dit qu'il faudrait peut-être avoir un peu plus de finesse, de détails dans les modes d'alimentation de ces répondantes et répondants. Et donc, on leur a demandé plutôt de détailler sur une semaine courante le nombre de prises alimentaires. Donc, une prise alimentaire, c'est une fois où on a consommé un produit, sur 6 catégories de produits animaux. Et là-dessus, du coup, on a pu reconstituer les régimes alimentaires réels de nos répondantes et répondants, plutôt que de travailler à partir donc de l'autodéclaration par rapport à une étiquette végétarien, végétalien, etc. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'individus qui se situent le long d'un continuum, en fait, de l'intensité animale dans la consommation alimentaire. C'est-à-dire que on a certes 75% des individus qui vont déclarer manger tout type de produits animaux dans une semaine normale, mais on a 25% d'individus qui, par exemple, ne vont pas avoir de prise alimentaire sur de la viande rouge, qui ne vont pas avoir de prise alimentaire sur du poisson, qui ne vont pas avoir de prise alimentaire sur des œufs. Donc ça, c'est très intéressant d'aller regarder aussi comment finalement cette question de l'alimentation, il y a un enjeu de variabilité aussi et d'intensité animale dans la consommation. Et je pense que c'est très important aujourd'hui, quand on s'interroge justement sur ces questions-là pour la transition écologique, de prendre en compte cette intensité-là et ces variations d'intensité et réfléchir à, par exemple, la notion de flexitarianisme. Qu'est-ce que ça recouvre véritablement? Je pense que de telles données peuvent grandement nous aider. Et puis je vais finir avec un petit focus sur les pratiques résidentielles, parce que là aussi on a demandé à nos répondantes et répondants comment est-ce qu'ils vivaient chez eux, notamment au regard des pratiques thermiques, c'est-à-dire de consommation d'énergie pour le confort thermique. Et là-dessus, ce qui était intéressant déjà, c'est qu'on a 40% de l'échantillon qui se dit dérangé par la température de son logement en été. En fait, voilà, là aussi, ça étonnera pas les résidentes et résidents de l'aire métropolitaine. Il fait très chaud à Grenoble et il y a un certain nombre de logements qui sont assez mal isolés et qui du coup font subir un désagrément assez important, en tout cas une part importante de la population, puisque là on a 40% de l'échantillon qui répond à être mis en défaut par cette chaleur en été. Et en lien avec ça, on a aussi demandé à nos répondantes et répondants si ils exprimaient un besoin de rénovation thermique du coup dans leur logement. Et donc là, on a 60% de l'échantillon qui répond oui. Si on compare avec des données nationales, en fait, c'est pas plus important que la moyenne des Français. L'ADEME, qui fait régulièrement des enquêtes sur ces questions-là, obtient la même proportion de besoins exprimés en rénovation thermique, à savoir 60% des Françaises et des Français qui le demandent. Et enfin, alors ces rénovations thermiques, ça prend souvent la forme soit d'isolation, concrètement, donc des murs ou de la toiture, éventuellement des fenêtres. On a moins souvent des travaux de rénovation thermique qui vont porter sur la ventilation, le système de chauffage ou de climatisation. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, je terminerai là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a croisé donc le besoin exprimé avec le désagrément exprimé par rapport à la chaleur en hiver et en été. Et en fait, il n'y a pas de variation, il n'y a pas de corrélation observée entre
les individus qui expriment un besoin de rénovation thermique dans leur logement et ceux qui expriment un désagrément vis-à-vis de la température, que ce soit en hiver ou en été. Donc on voit bien que ce qui se joue ici, a priori, ce sont aussi des capacités à aller se projeter dans une rénovation, puisque ce ne sont pas ceux qui en ont le plus besoin qui vont... ce ne sont pas ceux qui sont le plus mis en défaut par la température chez eux qui vont le plus exprimer de besoins de rénovation thermique. Donc on voit que là-dessus, il y a sûrement un enjeu à creuser. Puis je m'arrête là. Peut-être rajouter sur justement, sur ce volet rénovation thermique, mais qui en fait amène plus largement à s'interroger sur les dispositifs d'action publique. On est allé demander en parallèle, est-ce que vous connaissez tel ou tel dispositif qui existe, le dispositif Murmure, donc sur différents plans, que ce soit plus sur le plan déchets, par exemple sur la mise en place de composteurs. On sait que sur effectivement, l'usage du chauffage au bois, en tout cas de certains types de chauffage au bois, c'est un problème. Donc, est-ce qu'il y a une connaissance de la primaire bois, etc. À part la mise à dispositif de composteurs, sur tous les autres dispositifs, donc je ne vais pas tous vous les lister, qu'on a interrogés, vous les retrouverez dans le rapport en fait qu'on a fait paraître et qu'on joindra aussi à effectivement ce qui sera partagé. On se rend compte que il n'y a pas plus de 50%, on va dire, par dispositif de gens qui connaissent ces dispositifs-là, hormis effectivement les composteurs, et que quand on regarde plus précisément, parce qu'on peut se dire, bon, en fait, ce qui nous intéresse, c'est que ceux qui sont concernés connaissent le dispositif, on se rend compte que quand même, il y a une grande partie des personnes concernées, ne serait-ce que si on regarde sur la primaire bois, qui sont concernées, ou potentiellement concernées, mais qui, effectivement, aujourd'hui ne connaissent pas encore le dispositif. Et on a regardé aussi les vecteurs par lesquels, effectivement, ça pouvait être connu. Alors, on se rend compte que les journaux d'information des collectivités, en fait, c'est des bons vecteurs. En tout cas, c'est le principal vecteur aujourd'hui sur ce qu'on a pu interroger. On a demandé sur Internet, sur le bouche à oreille. Donc, c'est intéressant, mais après, ça pose tout un tas de questions qu'on a aussi abordées collectivement avec la métro, les collectivités, de se dire, est-ce qu'il faut renforcer sur où ça marche déjà, ou est-ce qu'il faut aller cibler des dispositifs de communication qui aujourd'hui ont pas l'air de s'activer suffisamment et de toucher les publics cibles. Donc on voit bien que ça vient aussi réinterroger des choses sur la manière de diffuser un certain nombre de pratiques. Peut-être pour compléter sur le volet résultats, et commencer à aller sur un volet plus global et notamment le croisement des variables. En fait, on a beaucoup mentionné les variables de pratique, mais moi, un des éléments aussi que je trouve intéressant, c'est que ça nous permet d'aborder comment les gens se projettent effectivement dans la transition. Et il y a une question de l'ADEME qu'on a repris, qui était, vous savez, il y a les 4 scénarios ADEME de neutralité carbone en 2050, et on a demandé aux gens par rapport aux différents scénarios. Donc vous savez qu'il va du plus sobre en fait à celui sur lequel on mise le plus sur le volet technologique. On leur a dit, quel est le scénario parmi les 4 qui existent qui vous paraît désirable? Alors en termes de désirabilité, ce qui ressort, c'est essentiellement les 2 premiers scénarios qui sont les scénarios sobres et notamment très largement le scénario coopération territoriale, donc créer des synergies d'acteurs pour répondre aux besoins sur le territoire, etc. Quand on leur demande par contre qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Là, on a un grand écart qui traduit quand même aussi une forme de pessimisme ambiant. En tout cas, ça peut venir nous interroger, au sens où, sur le dernier scénario, c'est-à-dire sur le pari technologique, pari réparateur, on a en fait 4% des personnes de la métropole qui jugent que ce scénario-là, il est désirable, mais quand il y en a 32% qui disent que c'est celui qui est probable. Donc là, on voit bien le grand écart qu'il y a effectivement entre ce qui est souhaité et comment les gens vont se projeter dans le futur en pensant qu'effectivement le futur ne va pas forcément répondre à leurs attentes. Un des points, je pense que ça vaut la peine qu'on s'y arrête, c'est qu'en fait, ce qu'on sait quand même beaucoup, un de nos enjeux, c'était de se dire dans quelle mesure les pratiques, au sein même des grands champs de pratiques, ça converge, et puis dans quelle mesure il peut y avoir un peu des constellations de pratiques où les pratiques vont
se rejoindre, c'est-à-dire que effectivement, si j'adopte tel comportement de mobilité, je vais aussi probablement adopter plus fréquemment ce comportement-là du point de vue alimentation, etc. Et c'est là où la distinction qu'a posée Vincent entre pratique publique et pratique privée, elle est aussi utile, parce que du coup, on a, à travers des analyses plus poussées, notamment des analyses factorielles que Vincent a conduit, on a étudié à la fois qu'est-ce qui se passait dans le champ donc des pratiques dites publiques ou pratiques sociales, et puis qu'est-ce qui se passait dans le champ des pratiques privées. Donc si j'en viens un tout petit peu, et puis je laisserai Vincent compléter sur le champ des pratiques privées, ce qu'on se rend compte quand on prend vraiment l'ensemble des variables et on regarde comment ça se compose. Est-ce que ça converge dans une direction? Quelles sont en quelque sorte les constellations qu'on observe, un peu comme si on regardait le ciel en projetant les pratiques. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, on a un peu deux grands champs qui se révèlent. D'une part, des pratiques qui seraient plutôt les pratiques très prescrites, normées socialement, des pratiques qu'on pourrait dire de sobriété, des pratiques un peu qu'on qualifie généralement de vertueuses en termes environnementaux aujourd'hui, et sur lequel il y a effectivement une convergence de leur adoption. Et puis on a un deuxième champ de pratiques, et là c'est intéressant parce que c'est celles sur lesquelles on met moins le projecteur, qui sont des pratiques qui questionne plus sur l'autonomie des personnes et notamment en lien avec le fait, en lien avec des dispositifs matériels. Alors, quand je dis dispositifs matériels, c'est un lien, enfin c'est un terme un peu générique pour dire, par exemple, je vais pouvoir autoproduire des choses parce que je bénéficie d'un jardin. Donc, ça va être lié à l'accès aussi à un certain bien matériel, et c'est notamment tout un tas de pratiques qui, on va dire, s'extirpent du marché, autoréparation, autoproduction, etc., qui sont souvent des pratiques sur lesquelles il y a un peu moins de projecteurs aujourd'hui quand on parle des pratiques environnementales. Sur le plan des pratiques privées, on a aussi observé quand même une convergence, et peut-être Vincent, je vais te laisser compléter à la fois sur le volet pratiques publiques et pratiques privées. Ouais, ça c'est vraiment un des points clés de nos analyses scientifiques en fait sur l'enquête pratique écologique. Ça a été de regarder, comme tu l'as dit Fiona, à quel point les pratiques en fait se regroupent ou non, convergent ou divergent. Pour ça, donc, on a eu recours aux analyses factorielles, qui sont une méthode assez classique en sciences sociales. On s'est également inspiré en fait d'enquêtes qui ont été réalisées au niveau national. Et parce qu'un enjeu ici encore, c'était de vérifier, alors non pas seulement si nos métropolitaines et métropolitains avaient les mêmes niveaux de pratique que les Français moyens, mais aussi si les mécanismes sociaux sous-jacents étaient les mêmes. Parce qu'en fait, ce sont deux questions distinctes. C'est est-ce que le niveau de pratique est le même, et est-ce que ce qui va expliquer ces pratiques-là, a priori, ça peut être les mêmes mécanismes sociaux. Et c'est pour ça qu'on s'est, donc, comme je disais, largement inspiré d'une démarche qui était celle de Philippe Coulangeon et ses collègues sur un ouvrage récemment paru aux presses universitaires de France, La conversion écologique des Français, où ces derniers, justement, vont se poser précisément cette question de est-ce que les pratiques interthématiques convergent ou divergent. Et comme Fiona vient de l'expliquer, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les mécanismes sociaux sont globalement les mêmes. On n'a pas exactement les mêmes variables que ces chercheuses et chercheurs au niveau national, donc on ne peut pas répliquer à l'identique la démarche, mais tout de même on retrouve des motifs très similaires. Et donc on a effectivement ces deux grands axes d'une part l'éco-geste, ou en tout cas l'adoption de pratiques très normées, et je dirais même ce sont des pratiques normées qui ont la particularité de se caractériser par une variation d'intensité. Je parlais de l'alimentation tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des pratiques comme le recours à des gestes d'économie d'énergie, le fait de s'alimenter ou non en produits carnés, le fait de trier plus ou moins ses déchets. Ce sont des pratiques dont on va pouvoir faire varier l'intensité au niveau individuel. Le second axe, au contraire, c'est un axe qui va se rattacher
à la capacité à gagner en autonomie des individus, donc notamment sur les pratiques d'autoproduction de produits alimentaires, les pratiques justement d'action sur son logement, les pratiques aussi de réparation de ces produits arrivés en fin de vie. Et donc là, on a une autre composante qui se dégage. Ça, c'était pour les pratiques privées. J'ai un peu fait une redite, hein, mais c'est parce que... Tu l'as redit avec d'autres mots. Même pour moi, ça me permet de me remettre dans... Comment dire, d'avoir les choses plus claires. Sur les pratiques publiques, ce qu'on a observé, c'est que les pratiques publiques, elles, convergent beaucoup. C'est-à-dire que le fait de parler d'environnement à son entourage ou au contraire de recevoir des messages relatifs à l'environnement de la part de son entourage, le fait également de participer à des marches pour le climat, etc. Tout ça converge beaucoup. Donc en fait, la socialisation à l'environnement, a priori, ça peut s'étudier comme un phénomène, comment dire, un phénomène unique ou en tout cas un phénomène convergent. C'est une constellation, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un groupe de pratiques. Même si, il faut nuancer ça tout de suite, c'est pour ça que j'ai du mal avec le mot unique, on a quand même deux sous-constellations dans la grande constellation des pratiques publiques qui vont se manifester. Ce sont d'une part les pratiques justement d'intégration dans un univers social lié à l'environnement, c'est-à-dire qu'on va être récepteur de conseils liés à l'environnement, etc. Et de l'autre, une sous-constellation de plus active, c'est-à-dire on va être plus porteur soi-même de messages liés à l'environnement, on va être soi-même plus actif dans la mobilisation liée à l'écologie, etc. Et donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et troisième point, c'est du coup quand on croise aussi ces différentes pratiques-là et ces différentes constellations, on regarde si ces constellations aussi en fait se superposent ou pas. Et ce qu'on a pu observer assez récemment avec Fiona à travers des analyses statistiques, c'est qu'il y a une certaine corrélation entre l'adoption de pratiques privées, donc l'adoption de pratiques écologiques au quotidien, alimentation, mobilité, etc., et le fait d'avoir également des pratiques publiques liées à l'environnement. Mais cette corrélation n'est pas non plus d'une intensité exceptionnelle. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des zones, comment dire, il y a des zones d'autonomie, il y a des zones de non-corrélation sur les relations entre ces pratiques-là. Autrement dit, il peut quand même avoir, du point de vue de l'action publique, il va quand même avoir des leviers qui peuvent être communs, mais il y a des leviers spécifiques quand même qui devront être pensés. Et en fait, ce qui est quand même, je trouve, un des gros apports de ce type d'enquête, c'est que ça vient aussi réinterroger comment on catégorise. Est-ce que ça fait du sens de découper ainsi les pratiques sociales ? Et donc ça amène à toute une interrogation sur les catégories et les publics en fait qui peuvent être pertinents. Et le fait de dire est-ce qu'il faut penser les mêmes vecteurs de diffusion pour tous les dispositifs, comment on ajuste, il peut y avoir des choses communes, mais comment on prend en compte ces spécificités-là. Donc ça vient vraiment sortir d'une approche peut-être un peu trop homogénéisante qu'on entend des fois des comportements dits éco-responsables, comme si c'était un bloc monolithique. Certes, il y a des choses qui peuvent marcher de pair, des motifs en tout cas qu'on observe à un moment donné qui peuvent être convergents, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une évolution aussi qui peuvent à un moment donné amener à une divergence des pratiques qui jusqu'à présent étaient convergentes par exemple, et au sein même de ces blocs-là, même s'il y a une convergence ensemble, ça vaut la peine quand même de regarder le grain fin en fait de qu'est-ce qui se joue derrière. On voit bien que même si du point de vue par exemple de l'alimentation, il y a des choses qui convergent avec d'autres champs de pratiques, en fait, si on veut vraiment comprendre un des leviers pour la transformation, pour on va dire développer les comportements plutôt flexitariens, végétariens, etc. En tout cas, diminuer la consommation de viande. Dans les leviers, ça nécessite de regarder dans le grain fin comment les gens se représentent aussi la viande, à quelles conditions ils disent qu'ils souhaiteraient par exemple, qu'ils pourraient changer leur pratique. Et ce qui ressort très largement par exemple de l'enquête quand on descend sur le grain fin alimentation, c'est en gros
toute une représentation que la viande est bonne pour la santé, est nécessaire pour le sport, l'apport protéinique. Et donc, on voit bien que c'est le volet santé, en fait, vraiment, qui est un peu à la fois le frein, mais aussi du coup le levier par lequel pourraient se transformer effectivement les comportements alimentaires. Je peux finir là-dessus, en tout cas rebondir là-dessus. Évidemment, en termes d'enseignement pour l'action publique, il y a autre chose qui est centrale, c'est qu'on a croisé ces variables de pratiques privées et de pratiques publiques avec des variables socio-économiques, à savoir la commune d'habitat, l'âge, le genre, etc. Et ici, il y a un des résultats qui ressort fortement sur tous ces croisements-là et qui du coup intéressera, je pense, particulièrement, on est à l'agence d'urbanisme ici, c'est la forte corrélation entre le niveau de densité de l'habitat et l'adoption des pratiques privées. Alors ça va varier dans des sens qui ne sont pas toujours évidents. Sur la mobilité, on s'imagine très bien, et en fait ça ressort très bien des statistiques, que l'intensité des pratiques de mobilité va de pair avec la densité urbaine, en tout cas, et ça dépend comment on le prend, mais en tout cas est corrélée à la densité urbaine. Parfois ça va dans des sens un peu différents aussi, et là-dessus c'est une donnée assez intéressante et qui est explorée, mais à mon sens pas assez aujourd'hui dans l'ensemble des recherches socio-économiques sur les pratiques écologiques. C'est cette composante-là de la densité urbaine et en fait de l'agencement urbain et de l'aménagement et de ses conséquences sur les capacités d'adoption de pratiques écologiques. Ensuite, d'autres variables comme le genre, le revenu vont pouvoir jouer de manière assez importante aussi sur l'adoption des pratiques. Des variables souvent amenées aussi dans le débat, par exemple l'âge, on parle souvent d'effet générationnel dans l'adoption des pratiques écologiques. Alors, si évidemment on n'a pas la capacité avec une photographie instantanée d'aller parler d'effet générationnel, parce que du coup ça supposerait plutôt d'avoir un suivi de cohorte sur le temps long. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien d'évident à ce niveau-là. C'est qu'en fait, on va plutôt pouvoir avoir une analyse en termes de étapes ou de cycles dans la vie des individus, plutôt que de corrélations simples et linéaires entre l'adoption de pratiques écologiques privées et l'âge. En fait, les jeunes sont certes plus écologiques, ou en tout cas plus vertueux dans un certain nombre de pratiques privées, mais ils peuvent très vite abandonner ces pratiques-là quand ils passent à l'âge adulte, et ils vont éventuellement retrouver une certaine vertu dans leurs pratiques écologiques privées en sortant de l'âge de l'emploi. Donc on va retrouver plutôt une polarisation en fait, en tout cas une corrélation en cloche, où en fait les extrêmes, les très jeunes et les âgés vont avoir des pratiques plus vertueuses sur un certain nombre de thématiques, tandis qu'au milieu, sur les âges de la vie les plus intégrés, professionnellement, familialement, socialement, on va avoir des pratiques qui vont être moins vertueuses. Donc, peut-être juste pour compléter, puis je terminerai peut-être sur le volet inégalité, ce qui fera aussi le lien avec l'enquête qu'on a en cours. En gros, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, il y a cette tendance sur les âges, mais en fait, quand on regarde au sein de chaque âge, c'est pas non plus homogène. D'où ce que je disais tout à l'heure, il peut y avoir des choses qui, on va se dire, il y a une tendance chez les jeunes effectivement à plus s'adapter à ce type de comportement, mais on se rend compte que quand même, c'est très polarisé au sein même des jeunes, par exemple sur le plan de l'alimentation. D'où effectivement l'importance justement de ne pas en rester souvent aux moyennes, qui cachent effectivement l'ampleur des écarts types qu'il peut avoir au sein, derrière chacune des variables. Peut-être pour compléter ce qu'a dit Vincent, ça me faisait penser, sur un des plans, sur notamment les inégalités un peu territoriales, comment ça s'inscrit dans l'espace. On voit bien ressortir aussi dans l'enquête des inégalités, de la sobriété qu'on pourrait dire subie, et notamment par exemple sur le plan alimentation, il y a de faibles consommateurs de viande qui disent qu'en fait simplement ils ne peuvent pas consommer de la viande. Donc c'est vrai que l'enquête elle montre aussi quand même beaucoup l'aspect de convergence entre la lutte contre les inégalités sociales et l'adoption de pratiques environnementales. Quand on parlait des pratiques d'autonomie et de leur matérialité, c'est bien aussi comment, en jouant là sur la matérialité, on va pouvoir
permettre davantage l'adoption d'un certain nombre de pratiques. D'où le fait que, chacune des enquêtes du baromètre complète avec une facette, mais c'est vrai qu'en termes de logique, l'enquête inégalité socio-écologique est vraiment dans cette continuité de Pratéco, parce qu'elle met le focus en fait sur justement cette capacité aussi de faire face aux transformations des personnes et sur ce différentiel justement de capacité à faire face à des expositions, à une capacité de répondre correctement à son besoin. Donc sur cette enquête, on a mis plus focus sur volet mobilité bâti, mais ça va nous donner déjà tout un tas de résultats qui vont être tout à fait complémentaires à ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui au niveau de Pratéco. Et juste pour conclure, je rappelle qu'il y a le rapport, qui est quand même un rapport assez dense, puisqu'il fait effectivement 70 pages, si je ne me trompe pas, dans lequel vous trouverez bien évidemment beaucoup plus d'éléments que ce qu'on a pu présenter aujourd'hui. Merci beaucoup à tous et toutes.